Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Oui, celui. Alors, on fait un petit test de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci, on est à vous dans 30 secondes. Donc, alors, tu peux emprunter le micro d'un de ces messieurs. Est-ce que ça fonctionne? Oh, ça marche? Bonsoir. Moi, c'est Maggie Justice du Codophile. C'est le Conseil pour le développement du français en Louisiane. C'est une agence étatique, l'Agence des affaires francophones en Louisiane. On est super, super contents d'être ici. Ça, c'est notre premier salon du livre pour la Louisiane. On a les éditions Tintamarre, qui est une maison d'édition universitaire en Louisiane qui publie en français, en créole aussi, des fois. J'ai eu cette idée juste parce que quand on a Barry Ancelet et Zachary Richard dans la même salle, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est des géants. Et vu qu'on m'a dit que je pouvais suggérer des choses à discuter, j'ai dit, bon, c'est ça que moi, je veux entendre. Comme moi, je fais mon travail, ce genre de travail depuis 10 ans, mais ces hommes-là, ils font ce travail depuis longtemps. Pas trop longtemps. Ils sont bien jeunes, bien jeunes. Mais il y a tant de choses à apprendre et je crois que c'est la seule manière que ça va marcher. Le militantisme pour le français en Louisiane, c'est si on apprend des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience et qui peuvent nous raconter comment ça s'était, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il y a à éviter, etc. Alors, moi, je suis super enthousiaste pour entendre ce qu'ils ont à dire. Et merci, Julie. Merci, Maggie. Merci. Merci, Maggie. Donc, merci, oui, au Codophile et puis merci aussi au Centre de la francophonie des Amériques qui participe donc à l'organisation, l'orchestration de cette conversation. Et je tiens d'ailleurs à saluer M. Michel Robitaille, président du conseil d'administration, qui est présent dans la salle. Est-ce qu'il est là? Je ne le vois pas, mais je le salue s'il est là et que je ne le vois pas. Bonjour, je m'appelle Julie Laferrière. Je suis très, très heureuse d'être là, comme le disait bien Maggie, en compagnie de deux personnes magnifiques, magnifiques par leurs œuvres respectives. On va en parler dans quelques secondes, mais par leur fougue et la conviction avec lesquelles ils défendent le français. Si j'ai été mandatée pour animer cette conversation, c'est qu'à moi aussi, le français tient infiniment à cœur. C'est une langue à laquelle je suis extrêmement attachée et je travaille aussi à sa promotion, à son soutien par affection et par médiation culturelle, notamment auprès des nouveaux arrivants qui apprennent le français. Alors, sans plus tarder, je vous les présente, vous les avez sûrement reconnus déjà, pour discuter des 50 dernières années du mouvement francophone en Louisiane. Premièrement, M. Barry Jean Ancelet, dont le nom de plume, parce qu'on a eu une première conversation tous les trois entre le tu et le vous. Et rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je baisse la garde du vous parce que Barry a dit, quand on dit vous, c'est qu'on met une distance. Alors, on ne veut pas être en distance, on est en amitié. Donc, Barry-Jean Ancelet, tu es écrivain, poète, professeur émérite et chercheur titulaire au Centre d'études louisianaises à l'Université de Louisiane à Lafayette. Et tu es également folkloriste américain et expert de la musique cadienne et du français cadien. Et tu es fondateur des festivals acadiens et créoles. Je résume parce que ça pourrait encore continuer longtemps. Merci beaucoup d'être là. Zachary Richard. Zachary, notamment auteur, compositeur, interprète, poète, écrivain. Premier poète lauréat francophone de la Louisiane, commandeur de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Tu viens de publier ton tout premier roman, Les Rafales du Carême,
Et il faut souligner que ce roman est le premier en langue française à être publié par un auteur louisianais depuis l'année 1894. Merci beaucoup, beaucoup d'être là. Merci. Alors, on est ici tous les trois pour observer l'évolution de la langue, le chemin de la langue dans les 50 dernières années, parce qu'il faut le dire, 1973 a été une année marquante. On est en 2023, donc tous les deux, en 1973, il arrive des choses importantes dans vos vies. Barry-Jean, tu es à ce moment-là à Nice et tu fais une rencontre qui va changer le cours de ta vie, tu vas nous le raconter. Et Zacharie, en 1973, toujours, c'est l'année où tu écris l'hymne emblématique « Réveil ». Alors, on va partir de 1973 pour faire un voyage dans le temps. Et moi, je viens de vous présenter très télégraphiquement, mais j'aimerais chacun que brièvement vous vous présentiez vous-même en lien avec le sujet qui nous occupe. Donc, Zacharie, comment tu te présenterais ce soir? Qui es-tu? Si je parle français, si je suis si attaché à cette expérience, c'est grâce à ma famille dont les grands-parents étaient unilingues francophones. Alors, j'explique ça comme une tête de Janus. J'étais élevé dans une maison avec une joie de vivre, avec une grand-mère qui dansait des gigues dans le salon, puis mon grand-père qui racontait des histoires en faisant son pouce-café. Et je recherche cette ambiance depuis toujours. Ça aurait pu être le chinois, mais ça se trouvait être le français. Donc, je suis attaché à une expérience émotive du français depuis un très jeune âge. Donc, je suis conditionné à rechercher cette expérience par l'amour. L'autre côté de ma tête de Janus, c'est la révolte provoquée par la notion de deuxième zone. Parce que mes grands-parents, unilingues francophones, il y avait une grande fierté, mais il y avait aussi une certaine mépris dans la société par rapport au fait qu'ils étaient francophones et unilingues francophones. Donc, moi, je n'ai jamais accepté cette notion de deuxième zone. Ça fait comme ma motivation pour... Parce que, bon, là, c'est un peu trop gros de dire la défense de la langue française en Louisiane. Moi, c'est plutôt égocentrique. Moi, je cherche à trouver une expérience aussi riche que j'ai connue quand j'avais 5 ans dans le salon de mon grand-père. Mais cela dit qu'il y a quelque chose dans moi qui refuse la notion que la langue française en Louisiane est inférieure et que nous vivons dans une deuxième zone. Voilà, je me présente comme un ambidextre Janus. Je ne regarde pas devant et pas derrière. Merci. Et qui doit respect à l'enfant que tu as été. Et la langue fait partie de ce respect-là. Merci. Barry-Jean, qui es-tu en lien avec le sujet qui nous occupe? Bien, venant à peu près de la même génération, j'ai 1 an moins que mon cher ami. Mais ça ne paraît pas. Et on a partagé à peu près la même expérience. Je veux dire, j'ai grandi dans une maison où on parlait français. Puis, un peu comme dans son cas, il y avait les deux côtés. Il y avait, d'une part, dans ma famille, mes parents, mes tantes, mes oncles, tout ça, qui habitaient en campagne, parlaient tous français. Et mes grands-parents, toute cette génération. Et dans ma famille, dans beaucoup d'autres familles, il y avait ce sens de mépris, ce sens de deuxième classe, d'infériorité. Moi, nous, on n'a jamais senti ça. La devise dans ma famille, on était conscients de ça. Mais la devise dans ma famille, que mes grands-parents et mes tantes, mes oncles, mes parents disaient tout le temps, c'est un homme qui parle 2 langues vaut 2 hommes. Donc, on n'a jamais accepté. On trouvait que ça devrait être considéré un atout, pas un problème.
Ceci dit, dans la communauté, ce n'était pas toujours le cas. C'était assez, dans ma jeunesse, d'arrêter quelqu'un de faire quelque chose, de dire « Oh, fais pas ça, c'est cajun. Don't do that, that's Cajun. » Puis, je me suis exposé. C'est quelque chose d'honteux. Oui, donc il y avait en effet, il y avait les deux côtés. Ma grand-mère paternelle parlait pas anglais du tout. Je crois que j'avais compté 17 mots qu'elle disait. Yes, no, hello, goodbye, thank you, hello, sorry. Enfin, des mots singuliers. Des 17 mots qu'elle connaissait. Elle avait appris ça, je ne sais pas quoi. Mais elle ne parlait pas anglais. Mais tous mes autres parents parlaient un peu anglais, mais pas bien. Donc, j'ai grandi dans ce milieu. Puis, l'autre côté de mon expérience, c'est que j'avais ça de la famille, mais quand je suis arrivé à l'école, on a eu le droit d'étudier le français pour la première fois dans ma 8e année. Et c'était comme langue étrangère. Et puis, on arrive dans la salle de classe, et puis le professeur nous a dit que il a demandé s'il y a du monde qui parlait français de la maison. Puis il a dit si on parlait français de la maison, il aurait fallu défaire ce mauvais français avant de nous corriger avec le bon français. Alors, il y avait le bon et le mauvais français. Oui, et puis donc l'anglais avait poussé les Cajuns et les Créoles dans un coin. On commence à ressortir du coin et le soi-disant bon français nous repousse dans le coin. Mais en même temps, je veux dire, dans cette première année de français, on savait déjà ce que c'était la tête, la bouche, les lèvres, les doigts, la main, la bague, le chemin. Je veux dire, on parlait français. Avec quelques négociations. La première négociation, je me rappelle, il avait pointé au doigt le trou dans le mur par lequel on regarde dehors. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Et puis il venait du Québec. Excusez-moi, mais il venait du Québec. Et quelqu'un dans le groupe a dit, c'est un châssis. Nous autres, on appelle ça un châssis. Ben oui. Ça ouvre comme ça. Et il a dit, non, c'est une fenêtre. Mais si c'est une fenêtre, il doit avoir raison. On ne parle pas bon français. Le bon français. Mais avec quelques négociations, vraiment rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait adapter et adopter ce français académique pour l'intégrer et utiliser ce qu'on savait déjà. Et donc, on a commencé à apprendre ça, mais on a eu la même expérience. À l'école, on apprenait des choses qu'on ne disait pas à la maison. On retournait à la maison des fois, puis on disait ça, puis on dit « Oh, mais il parle fancy. » Il parle faro. Ça fait que ça a pris des années pour moi, ça a pris des années avant que j'ai commencé à comprendre où parler comment. Ah oui, OK, il fallait adapter. J'aime beaucoup quand tu dis négocier. Puis merci pour ce parcours de l'enfance, tous les deux. Et ce qui est clair, c'est que pour vous, c'était pas négociable de vous désolidariser du français. Mais est-ce qu'il y avait autour de vous des compagnons de l'enfance qui ont fini par abdiquer puis parler seulement anglais? Ou bien c'était monnaie courante de garder le français près de soi, près du cœur? Ouais, Moi, je vais pas répondre à la question parce que Barry soulève un point de très intéressant. Parce que, bon, on parle des 50 dernières années. Le Codophile est fondé en 1968 par une loi de la législature louisianaise pour développer le français en Louisiane. C'était l'enfant, en quelque sorte, de Dudley Leblanc et plusieurs activistes. Mais le premier directeur, c'était un homme qu'on a connu, puis Barry va raconter quelques anecdotes par rapport à Jimmy DeMaggio. Et là où je trouve que nous avons fait une erreur monumentale en Louisiane, c'est cette notion élitiste, qu'il y avait du bon et du mauvais français. Ouais. Ce qui a rebuté les francophones de Louisiane, natifs, qui étaient en quelque sorte humiliés par l'institution officielle
du développement du français en disant que vous ne parlez pas le bon français, on va vous désapprendre pour apprendre le bon français. Et donc, les alliés naturels de la langue française étaient un peu mis à l'écart par le codophile. Et ça, pendant un certain temps, jusqu'à ce que Jimmy DiMaggio a une épiphanie grâce à Barry Ansley. Écrit sur Bayou. Et bon, donc on a appris finalement que notre parler en Louisiane, c'est du bon, entre guillemets, français, une fois qu'on l'écrit. Alors, c'est le fait d'être, et j'adore ce mot, alphabétisé, qui fait que nous sommes vraiment, on nous a réapproprié notre héritage linguistique, mais après avoir eu un détour vraiment un peu dommage, dans la mesure qu'on avait repoussé les francophones natifs de Louisiane plutôt que de faire des alliés dans l'institution. Oui, sur la carte, les petites parties sont des paroisses, puis c'est là où il y a la couleur où on parle français. Puis en 1968, dans les paroisses Évangeline, Vermillon, Acadie et plusieurs autres, il y avait 75% de la population qui parlait français. Et au lieu d'utiliser ce français qui se trouvait déjà là, ils ont considéré ce français un problème à corriger. Alors, une identité, on refusait une identité... On était un petit groupe d'activistes, Richard Guidry, Amanda Lafleur, Zachary, moi, d'autres, qui disaient, mais non, mais on a ce trésor, on pourrait utiliser ça et ajouter le français académique. Parce que on perd seulement quand on soustrait. On perd jamais quand on ajoute. Oui, bravo. Oui. Et ce qu'on aurait pu faire, c'est ajouter le français académique. Au lieu de faire ça, ils ont essayé de remplacer le français qu'on avait par un autre français, qui était absolument bête. Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est... j'allais montrer d'autres images, mais je veux tout de suite arriver à le livre qui a changé. Cris sur le Bayou. Cris sur le Bayou. Et vous voyez, c'était Jean Arsenault, mon alter ego, Debbie Clifton, Émile Desmarais, Carly Guillory, Francis Lejeune, Leblanc, qui était ton oncle, je crois. Ira Lejeune, qui était un chanteur, Kenneth Richard et Zachary Richard. Et il faut dire que Jean Arsenault, c'est toi. C'est moi. Ce qui est arrivé, c'est que en 1978, on a eu une expérience. On a été invité à Québec. Oui. Pour une rencontre des peuples francophones d'Amérique. Et on se sentait en Louisiane comme si, ils nous donnent une place à la table. On peut participer à la francophonie. Mais en arrivant, Marcel Dubé on avait demandé à Marcel Dubé d'organiser une soirée littéraire et musicale, Paroles et musique s'appelait. Et à la dernière minute, ils avaient oublié d'inclure la Louisiane. Alors, on arrive ici, moi j'étais ici pour faire autre chose, et puis ils m'ont dit, il faut absolument faire quelque chose pour ce soir de musique. Quoi? Parce qu'à cette époque-là, moi je connaissais personne qui écrivait des poèmes ou quoi que ce soit. Mais c'était en 78, c'était 10 ans après la création du codophile. Donc, on avait une toute petite première génération qui avait obtenu, plus ou moins bien, l'outil, la technologie d'exprimer de capturer ce qu'ils pensaient, ce qu'ils voulaient dire en écrit. C'était tout nouveau. Zachary le faisait depuis quelque temps parce qu'il faisait des paroles de chansons. Et les paroles de chansons, si on ne les chante pas, c'est de la poésie. Oui. Alors, ce qui s'est passé,
on a utilisé un poème d'amour que j'avais écrit pour une femme que j'avais rencontrée au Nouveau-Brunswick, mais ça, c'est une autre histoire. Zachary était déjà un peu une vedette à Québec avec L'Arbre dans ses feuilles et tout ça. Il jouait à Québec sur les plaines d'Abraham, un gros festival. Je le connais depuis notre enfance, ça fait que j'ai été là-bas. J'arrive backstage et puis je dis à la sécurité, j'ai besoin de parler avec Zachary. Il dit, oui, toi et 10 000 autres personnes. Je dis, non, je le connais. Il dit, oui, toi et 10 000 autres personnes. Non, on est voisins. Et puis, juste à ce moment-là, il sort de sa petite roulotte derrière la scène. Il me voit, et puis, je savais que la seule façon d'attirer son attention, c'était de dire quelque chose de chez nous. Ça fait, j'ai dit, hey Ralph! Il se tourne, quoi? Ça doit être quelqu'un de chez nous. Alors, il m'invite, malgré la sécurité, il boudait un peu. Mais il m'invite, et puis j'ai dit ça. Je dis, on a besoin de quelque chose pour présenter à cette soirée. Et il m'a donné une chanson qu'il n'avait pas encore enregistrée, La Ballade de Beau Soleil. Et c'est ça, l'autre poème est ça, j'ai lu à cet événement. Tout ça pour dire que cet événement nous a tellement frappés que avec des mots, avec des paroles, on pouvait attirer cette attention. J'ai eu un applaudissement du tonnerre. Je pense que les Québécois étaient tellement étonnés que ça vienne de la Louisiane. En rentrant, j'ai dit ça. On a besoin de faire quelque chose ici. Donc, il y a eu le avant Cris sur le Bayou et le après. Non, c'est oui. On a besoin de faire quelque chose ici. On a fait un événement Parole et musique et on a rassemblé tous les textes et on a fait ce livre. Grâce à l'éditeur musical de Zachary, Édition Intermède. Quand j'ai eu la première copie, je l'ai apportée au codophile, Jimmy DeMangeau, qui disait toujours que le français cadien n'était pas du bon français, il n'y avait pas de forme écrite, il n'y avait pas de grammaire, blablabla. J'avais ça derrière le dos. Ça. Et il dit la même chanson. Ah, il y a français cadien, il n'y a pas de forme écrite. Et je le mets sur son bureau. Il dit, à cette heure, il y a une forme écrite. Il regarde le livre, il dit, c'est quoi ça? Mais c'est du français, de Louisiane, écrit. Ah, damn, il dit, il faudra que je repense toute mon affaire. Puis, c'est parce que... Et 6 mois plus tard, Richard Guidry a été engagé au département d'éducation pour intégrer la Louisiane dans l'enseignement du français en Louisiane. Wow. C'est un point de bascule. Ça tournait comme ça. Ah, formidable. Puis, donc, on est en 78. On va quand même revenir en 73 rapidement, Zachary, parce que Réveil, c'est important. Peux-tu expliquer pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est cet hymne, qu'est-ce que c'était Réveil et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça en 73? Parce que c'est important. L'histoire des Acadiens était occultée par l'américanisation. Ma grand-mère savait qu'on était un peuple déporté. On venait du Canada quelque part, mais elle n'aurait jamais pu trouver sur une carte l'Acadie. Alors moi, c'était le livre de Dudley Cousin-Leblanc, qui était un homme extraordinaire. On n'a pas le temps de sauter dans sa biographie, mais c'était un activiste, un militant francophone, qui a publié en 1927 The Acadian Miracle, qui racontait l'histoire de la déportation des Acadiens. Alors j'ai été vraiment, comme on dit en Louisiane, frappé entre l'œil et la corne quand j'ai découvert l'histoire de mon propre, de mon peuple à moi, à nous. Et je vais en France pour ma première tournée, une espèce d'hasard, parce que bon, j'ai toujours suivi mon cœur, et c'est pour ça que je pense que je me trouve ici ce soir en parlant en français devant vous, plutôt que ma tête, parce que autrement je serais probablement un autre chanteur country western à Nashville chantant en anglais. Mais bon, j'étais emmené en France, je rencontre Alan Stivell en Bretagne, et puis la sonorité et Réveil, bon, c'est un cri de révolte. C'est les goddamn qui vient, et goddamn, c'est pas péjoratif, ça vient pas de l'anglais, c'est parce que les Acadiens
lors de la déportation, lors de cette période-là, les Acadiens parlaient des soldats britanniques comme les goddamn, pas en les sacrant, mais parce que les soldats britanniques disaient goddamn tellement souvent, ils pensaient que c'était leur nom. Mais bon, c'est les goddamn qui viennent voler les récoltes, brûler la main. Moi, j'étais extrêmement bouleversé à l'idée qu'on a pu faire ça à nous. Et bon, c'est sûr qu'on n'est pas, les Acadiens n'ont pas l'exclusivité de l'intolérance et puis le nettoyage ethnique, appelez ça comme on veut. Mais moi, ça m'a touché particulièrement parce que j'avais cet héritage d'amour familial. Ils disaient, bon, ben, c'est comme ça qu'on est arrivé. Alors, j'arrive de France de ma première tournée. Réveil, la mélodie est une mélodie pentatonique, donc c'est la musique bretonne que je venais de découvrir, bien que mon arrière-grand-mère est née à Saint-Malo lors de l'exil. Mais peu importe. J'arrive en Louisiane et puis je prends le chemin entre Lafayette et Scott. Et puis, il m'est arrivé à quelques reprises, parce que bon, c'est sûr qu'on nage contre courant, parce que je peux vous donner les statistiques de ce que nous sommes en Louisiane en tant que francophones. Puis bon, à première vue, c'est pas tellement optimiste en termes de statistiques. Mais ce qui est assez étonnant dans notre histoire, c'est que malgré cela, on est là et comme dit mon voisin, on se l'est, au moins on va les embêter. Fait qu'on continue, parce que bon, l'espoir du français en Louisiane, l'espoir n'est pas un cadeau. L'espoir, c'est un engagement et un choix. Donc, on choisit de continuer à parler français en Louisiane parce qu'on ne peut pas résister à l'expérience. Enfin, c'est comme ça pour moi, en tout cas. Et probablement pour Barry aussi, il peut s'exprimer là-dessus. Mais j'étais en train de conduire avec cette notion de ma famille a été déportée. Ah, les goddamn nous a fait ça. Et puis, j'avais cette sonorité bretonne sur mon cœur. Et puis, quand on parle en voodoo ici, on parle des loas, des esprits. Et on se fait monter par les loas comme on est monté comme on monte sur un cheval. Et j'étais sur la route, j'avais un petit Volkswagen Beetle rouge. Et puis, l'esprit est venu sur moi. Et puis, moi, j'ai écrit quelques chansons. Plusieurs ont pris... Lac Bijou, par exemple, a pris 20 ans. Mais c'est très, très, très rare. Ça m'est arrivé peut-être 2 fois qu'une chanson s'écrit dans le temps que ça prend pour la chanter. Alors, je me suis arrêté au bord on venait de faire l'autoroute I-10. J'étais au bord de la route, effondré en larmes, et j'ai chanté Réveil. Et c'est venu. Et puis là, j'ai publié un roman, et puis j'étais en train de parler à un de mes amis autochtone, et je dis, mais c'est peut-être Carl Jung, on envoie une énergie, et puis c'est l'universel qui est en train de se reconduire à travers moi. Et il me dit, non, c'est bien plus simple que ça. Tes ancêtres sont en train d'utiliser ta voix. Alors j'étais quand même bouleversé par Réveil, et puis c'est ça notre histoire en français, c'est que si on était plus perspicace, on écouterait les Anglo-Américains, puis on arrêterait. Mais on est toujours là, et on s'obstine à continuer à célébrer cet héritage, malgré toute l'assimilation, malgré toutes les statistiques, malgré le bon sens peut-être, mais on continue parce que c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais d'une façon vraiment absolue et irréfutable et irrésistible. Mais Zachary, bravo. Puis l'espoir est un engagement, c'est vraiment magnifique. Puis Barry, j'aimerais que tu racontes une chose, je veux juste rebondir parce que quand tu l'as chanté, je vous invite à le lire. Si vous n'avez jamais lu ou entendu, tu veux dire ce que c'est ça? On a commencé un festival de musique en francophone en Louisiane en 1974. Oui.
Et on ne savait pas si personne allait venir, si quelqu'un s'intéressait. Le Colisée était rempli debout. Il y avait du monde qui... Et donc, on pensait, on a commencé, on a touché un air, ça répond à quelque chose. La deuxième année, 75, il y avait ces jeunes, nous, qui avaient commencé à jouer cette ancienne musique. Et Zacharie a été invité, il est là, tu te vois? Zacharie? Non, regarde. Regarde derrière toi. Non, mais j'ai pas envie de voir ça. Attends. Il a chanté, en partie, il a chanté Réveil. Et juste pour dire que la population louisianaise était vraiment pas parée. Pas prête à entendre Non, ça. ils ne comprenaient pas. C'était pas contre ça, c'est juste qu'ils ne comprenaient pas l'engagement politique. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Vous savez, il a chanté, et puis les gens se grattaient la tête, quoi. C'est intéressant que quelques années plus tard, vers la fin des années 80, il a chanté Réveil encore une fois pour la première fois à ce festival. Il avait joué plusieurs fois, mais il avait évité de chanter cette chanson encore. Et je crois que c'était en 93, il a chanté Réveil encore, et cette fois-là, la foule a chanté avec lui. C'est magnifique. Mais attends, parce que là, c'est amusant. C'était le deuxième festival, tu n'étais même pas là. Non. Et on avait programmé tous les musiciens, les vieux et les jeunes, qui chantaient en français, en pensant que pendant 4 heures, le temps d'un bal, on allait pu finir avec tout ça. Donc, c'était 15 minutes par groupe. Mais ils n'avaient pas calculé le temps de change et tout ça, que ça devait finir et puis la grande vedette de la soirée, ça va résonner chez vous, c'était Willie Lamotte. Donc, on a fait Monsieur Pointu. Donc, on a fait venir Willie Lamotte, et puis ça devrait finir à 11 heures. Et nous, le Bayou des Mystères, on devrait jouer juste avant Willie Lamotte. Donc, il y avait Jimmy C. Enfin, on était à la fin de la soirée, puis ça devait finir à 11 heures. Et à 00:30, j'ai monté sur scène, puis j'ai fait mes 15 minutes de musique. Et puis là, vous voyez pas, il y a Pierre Leboeuf, il y a Steve Guidry, il y a tous mes amis militants, parce qu'il y avait de la sécurité. Puis on a empêché la police de monter sur scène. On a enlevé les drapeaux, on a chanté Réveil. Personne n'a rien compris, sauf Jimmy Domingo était rouge de colère. Et puis il m'a banni du festival pendant 7 ans. En disant, that son of a bitch ain't gonna play here again. Parce qu'il y avait le consul de France, et puis il était un peu choqué que les jeunes commencent à kicker dans le stall à ce point-là. Et puis aussi, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Ben, ceci pour dire que ça a pris du temps, mais quelques années après, on a commencé à comprendre l'importance d'engagement et tout ça. Puis pour le festival, quelques années après, vous voyez comment ça avait grandi. Oui. Hein? Alors, vous disiez tout à l'heure, on parlait tous les trois avant, qu'on ne peut pas obliger à adopter une langue ou à en prendre soin. Il faut donner l'envie de le faire. Et ça, par les arts, la poésie, la littérature, la musique, c'est une façon de donner envie. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Si vous n'avez jamais entendu ou lu Réveil, je vous invite à le faire. Vous pouvez trouver facilement les paroles. C'est magnifique. Et ça termine par une notion d'héritage. Et tous les deux, vous avez parlé de vos grands-parents, spontanément tout à l'heure. Est-ce qu'on a une langue en héritage et on se doit d'en prendre soin quand on a ça? Est-ce que c'est un devoir? Et comme tu le disais tout à l'heure, est-ce que c'est un engagement? C'est un choix. Et un choix basé sur l'affection. Je veux dire, c'est une relation affective. On pourrait vraiment facilement vivre sans français en Louisiane. Je veux dire, on est aux États-Unis, il ne faut pas oublier. Si on le fait, c'est par choix, c'est par... Par affection. Oui, par affection. Zacharie? Je tiens à dire, by the way, que le festival, enfin, ce qu'il a soi-disant banni pour 7 ans, a été dédié à Zacharie Richard quelques années plus tard. Très beau. En 2008. Oui. Je pense qu'on
on ne peut pas défendre une culture minoritaire par devoir. On doit inspirer les jeunes. Et puis, cet héritage, c'est ça qui est assez incompréhensible pour moi. Parce que, les statistiques ne sont pas très prometteurs. Il y a 1 million de gens d'héritage. Il y a 4 millions de personnes en Louisiane. Donc, imaginez le Grand Montréal, mais avec l'île de Montréal étant le sud-ouest de la Louisiane, que vous avez vu sur la carte. Donc, il y a 1 million de personnes d'héritage. Il y a là-dessus 20 000 élèves dans les programmes d'immersion qui ont commencé en 1983. Nous sommes, je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de gens qui pratiquent la langue française. Et puis, on est très, très en dessous le seuil de 20% que les démographes estiment nécessaire pour maintenir une culture linguistique. Mais nous sommes au Salon du Livre de Montréal en train de parler de notre héritage. Alors, on ne peut pas obliger nos enfants à avoir ces sentiments. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans mon histoire, et puis certainement dans l'histoire de Barry aussi, c'est qu'il y a une espèce d'inconnu de surprise qui est inexplicable. Pourquoi j'ai été effondré en larmes au bord de la route en train de chanter une chanson qui fait l'hommage à la déportation de mes ancêtres? Pourquoi il y a des jeunes qui sont toujours inspirés? Il y a une nouvelle génération qui sont difficilement francophones. Mais bon, ils ont envie d'apprendre. Puis parce que je vous avoue que le français que je parlais quand je suis arrivé au Québec la première fois en 1975, ce n'est pas le français que je vous parle aujourd'hui. Donc, j'ai amélioré mon français parce que j'avais envie de l'améliorer. Élargi ton français. Oui. Merci. Alors, c'est un professeur, donc il me corrige. Mais on ne peut pas... c'est pas le mot devoir qu'il faut. C'est inspirer. Mm-hmm. Il faut qu'on inspire avec la valeur de notre héritage, avec la résonance. Et puis, il y a quelque chose de irrésistible pour moi et pour d'autres, et pour les jeunes aujourd'hui. Et c'est ça qui me donne l'espoir. C'est parce que cet héritage persiste encore malgré l'assimilation, malgré les fautes que le Codophile a fait pendant des années, qui ont corrigé, heureusement. Mais on est toujours là, puis on est au Salon du Livre en train de crier comme des coqs. Voilà. Et alors, comment on fait pour être contagieux dans notre affection? Comment on fait? Parce que la relève, les jeunes sont les locuteurs de demain. Alors, comment on est... Puis moi, je vous écoute, puis si j'étais une jeune en Louisiane, j'aurais juste envie de parler français. Ce français. Donc, comment on fait pour être contagieux? Mais, j'ai 2 ou 3 choses à dire là-dessus. Ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas, moi, j'avais utilisé le verbe attirer. On doit les attirer en montrant quelque chose qu'ils voudraient faire, qu'ils voudraient apprendre, qu'ils voudraient célébrer. Et alors, Dennis McGee, là, le violonneux, avait quelque chose comme 90 ans. Il est en train de prêcher à la foule. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes. Wow. Il regarde ça, il dit « Hey, ça m'intéresse, je veux faire ça. Et ça, c'est un jeune Steve Riley, avec les Mambo Playboys dans la chemise bleue. Quelques années après, il est en train de jouer devant la foule. Wow. C'est comme ça que ça se passe. Oui. On les attire sur la scène, on les attire. Oui. Et pour revenir à la question, et puis en plus, voilà son fils. Son petit-fils qui joue avec lui maintenant. Oui. Donc, ça se transmet. Ça se transmet. Comme Zacharie a dit, il n'a pas utilisé le mot miracle, mais c'est un miracle. C'est quasiment un miracle. On me demande constamment, c'est quoi l'espoir du français en Louisiane? Et je dis, on parle toujours du français qui disparaît. La vraie histoire, c'est qu'il y a encore du français en Louisiane après toutes les pressions, après tous les assauts sur la langue, qu'il y a encore du monde qui parle français en Louisiane. Et ça, c'est par choix, par entêteté, par détermination, que j'arrive même pas à expliquer. Et je crois qu'il y a des paramètres qui changent.
on ne parle pas du français, c'est les Français, ce français. Et je pense que tu me racontais que Macron, le président Macron, était en Louisiane récemment. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ben, oui, quand on a commencé à attirer l'attention avec le codophile, et puis les gens du monde francophone sont aperçus qu'il y avait encore une présence française en Louisiane. Ils nous visitaient. Ils ont commencé à nous visiter. Et puis, ils arrivaient, puis ils ne pouvaient pas s'empêcher. Ils faisaient des jugements de valeur. Ils entendaient dire quelque chose qu'eux, ils n'auraient pas dit. Et ils disaient, ah ben non, mais ça ne se dit pas. Et on a vite appris à dire, ben oui, ça se dit, je viens de le dire. Alors, ils ont compris, non, il ne faut pas dire ça, c'est quand même pas correct. Et ils ont commencé à dire, ah, c'est intéressant comment vous dites ça. Et on a dit, non, c'est pas intéressant ici. Ici, c'est normal. Ici, vous êtes intéressant. Et ça les détournait. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a vite compris qu'il y a une partie du processus, c'est acquérir accès au français. Et ça prend les écoles. Ça prend les programmes d'immersion. Les programmes d'immersion, il y a combien d'étudiants? 20 000? Non, il y a eu 20 000 diplômés. Aujourd'hui, en Louisiane, il y a 33 programmes d'immersion. Il y a que 3 écoles françaises, entièrement françaises. Mais d'autrement, c'est des programmes d'immersion sur le modèle canadien. 60% de la journée en langue française. Il y a actuellement environ 6 000 élèves. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même de planter une graine. Alors, je voulais juste ajouter que, bon, parce qu'on dit comment on fait, le véhicule le plus intéressant, enfin l'appât, c'est la musique. La musique a toujours été et reste encore le véhicule c'est la culture, la grande culture. Le maillon faible dans la chaîne, c'est la langue, c'est la transmission linguistique. Mais on travaille là-dessus. Mais la cuisine, le territoire, le style de vie et surtout la musique sont des vecteurs de culture qui sont irrésistibles. Donc, Barry travaille depuis le Festival acadien en Louisiane va fêter sa 50e année. L'année prochaine, ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, ça veut dire que c'est une tradition qui perdure et puis qui inspire pas une, mais 2 générations depuis qu'on a commencé. Et à cause de ce lien avec la culture, l'expression, la musique, la chanson, les jeunes qui apprennent le français, une grande partie de ces étudiants-là ressentent que oui, j'ai appris le français, mais c'est pas seulement le français, c'est ce français. Oui, c'est ça. Alors, ils commencent à fouiller chez les grands-parents, dans la famille, ou dans les archives, ou dans la musique, ou dans les chansons, quelque part, pour essayer d'acquérir cette spécificité d'expression que nous avons en Louisiane. Donc, c'est pas seulement le français, mais c'est un français spécifique. Et j'allais dire aussi, il y a eu une véritable explosion de création, non seulement en musique, en chanson, mais en écriture aussi. On a commencé à voir des jeunes poètes et des jeunes dramaturges et ils postent des choses sur l'Internet et partout. Et la jeune génération est beaucoup plus technique que moi. Ils utilisent les médias sociaux. Et on est en train de voir une véritable explosion de créativité. Alors, si le français est en grand danger, il ne faut pas se faire des illusions, hein, les chiffres ne sont pas forts. Mais la communauté qui est là, mais elle est vraiment persistante et elle est vraiment énergique et elle est vraiment créative. Mais je pense que si chaque culture francophone avait des ambassadeurs comme vous, on serait en business parce que vous êtes vraiment extrêmement éloquent et inspirant. Ça tire déjà à sa fin, ça a passé trop vite. Je veux vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Sur quel mot on termine cette conversation? Lâche pas la patate. Barry, sur quel mot tu veux finir? Comme il a parlé français, moi je vais parler créole, chambo. Ça veut dire la même chose. Merci. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu partager avec nous. Merci beaucoup, beaucoup. Merci à vous pour votre attention. Merci aux codophiles et merci
Bien, longue vie aux Français. Continuons à défendre cette langue qui est si belle. Et puis, merci beaucoup à la Francophonie des Amériques aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. On vous invite de venir nous joindre. On a une autre conférence tout de suite. On va parler des loups. Des loups-garous. Merci, messieurs.